Oui, alors bonjour. Bonjour tout le monde. On va laisser quelques secondes pour que les gens puissent continuer à arriver. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous revoir aujourd'hui. Donc vraiment cette journée finale de la COP. Euh, pour petit mot d'introduction, tu sais, d'habitude, on fait une reconnaissance territoriale plus pour Jojagé, donc Montréal, étant donné qu'on est habituellement vraiment plus là. Mais comme la plupart de nous, en fait, pas mal tous les débriefeurs et débriefeuses sont en ce moment à Belém, en fait, on aimerait reconnaître le peuple Tupinambas, et également le site sur lequel on se trouve, donc le site Maïri, qui est connu sous le nom portugais de Belém. Euh, bon, comme vous le savez aussi, les peuples autochtones sont comme assez aussi présentes et se mobilisent grandement à la COP. On a d'ailleurs eu un débriefage sur le sujet le lundi dernier qui va être disponible sur YouTube prochainement. Merci encore une fois d'être avec nous pour ce partage des actualités de la COP 30. Puisque les dialogues pour le climat, ben, ça vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Et c'est pourquoi on a organisé ce débriefage en direct de la COP aujourd'hui. Donc, on tient à remercier nos 10 organisations partenaires des dialogues pour le climat que vous pouvez donc aller voir sur notre site et également remercier nos partenaires financiers. Donc, le débriefage est enregistré, sera aussi disponible sur YouTube. Comme vous peut-être vous en rendre compte, je suis actuellement malade. Comme je disais à mes débriefeuses, débriefeurs tantôt, donc la COP 30, la COP est très intense, donc ça a eu un peu euh, ça a eu cet effet-là. Là. Je sais que ça arrive aussi à beaucoup d'autres personnes sur place en général. Mais tu sais, je suis là, puis c'est vraiment comme une conversation qui se veut un peu plus informelle. Donc, n'hésitez pas non plus à poser vos questions à travers, donc dans la prochaine heure, si vous en avez à n'importe qui. Donc, c'est le but aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment, tu sais, de faire un lien avec ce qui se passe à Belém et pour les gens qui sont pas qui ont pas pu être à la COP. Donc, c'est pourquoi je suis très contente de vous introduire à nos débriefeurs et débriefeuses. D'abord, on va commencer par un petit tour de table à chaque personne, simplement, tu sais, vous présenter et également présenter ce que vous faites, donc votre rôle principal à la COP 30, mais également les principaux agendas de négociation que vous suivez et que vous avez suivis. Également, un peu en quelques mots, vos impressions de la COP à l'heure actuelle. Donc, où en sont les négos actuellement, mais vraiment en quelques mots, on va avoir des questions un peu plus ciblées par la suite. Donc, on va commencer par Alain Bourque. Donc, Alain Bourque, vous êtes directeur général d'Ouranos et en fait, vous êtes revenu à Montréal, je crois, il y a quelques jours. Donc, ça, si vous pouvez simplement tu sais, nous raconter un peu comment est-ce que ça a été pour vous, votre présence à la COP, les principaux canaux que vous avez suivis et ce que vous en avez pensé. Oui, bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Je suis revenu hier matin, donc j'ai manqué le feu pour ceux qui y sont encore. Effectivement, j'étais à la COP la première semaine, je suis revenu hier. Et puis, c'est sûr que nous, à Ouranos, c'est un consortium de recherche appliquée pour faire avancer la science et l'adaptation. On suit un peu moins les négociations, mais on profite inévitablement des COP qui se veut quand même un rassemblement de très grande envergure qui permet de rencontrer toute la myriade d'acteurs importants dans le domaine de l'adaptation au niveau international, au niveau des Nations Unies. Puis j'y reviendrai, là. C'est sûr que le Global Goal on Adaptation là, est quelque chose qui est discuté à Belém qui fait en sorte qu'inévitablement on suit aussi un peu les négociations. Mais aussi, ça nous donne une opportunité de rencontrer des intervenants nationaux qui sont très importants. Notamment, j'ai rencontré beaucoup de comités consultatifs de d'autres pays, la France, le Haut Conseil pour le climat, le UK Climate Change, les Suédois, l'Afrique du Sud, etc. Et donc, ça permet de rencontrer comment eux abordent l'adaptation à l'échelle nationale. Et même chose aussi pour les régions, parce que souvent l'adaptation, c'est beaucoup plus régional, voire municipal, voire local dans une certaine mesure. Donc, ça devient extrêmement intéressant d'avoir un seul événement qui regroupe toutes sortes d'intervenants à ce sujet-là. Bon, pour les négociations, c'est sûr que pour Uranus, dans le domaine de l'adaptation, on
On regardait beaucoup ce qui se développait avec le Global Goal on Adaptation. Juste pour rappeler l'objectif là, du GGA, c'est que autant au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est facile à expliquer d'atteindre la carboneutralité en 2050, mais mesurer l'adaptation, les progrès en adaptation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas juste un indicateur qui peut permettre de mesurer comment progresse l'adaptation à l'échelle de la planète. Et donc, l'objectif du GGA, justement, ben, c'est de développer maximum une centaine d'indicateurs qui sont censés être adoptés à Belém. Il y a des gros défis là, par rapport à adopter ces indicateurs-là, puis peut-être qu'on peut y revenir un petit peu plus en profondeur par la suite. Mais tout ça pour dire que les discussions ont lieu, s'étancent, notamment les clashs habituels des pays développés versus en voie de développement, les gens qui s'attardent davantage à la technicalité des indicateurs versus ceux qui pensent stratégique, high level, qui sont inquiets par rapport au financement. Euh, il y a quand même plusieurs défis. Alors, tu en mentionnais tout à l'heure là, que c'était une COP assez difficile où il y a eu des défis logistiques assez importants dès le début de la COP, des manques d'électricité, etc. Par contre, au niveau, mes perceptions, c'est qu'au niveau des négociations, l'équipe diplomatique du Brésil a fait quand même une bonne job et puis avait réussi dans la première semaine à être en avance par rapport à beaucoup d'autres COP par le passé. Malheureusement, je pense qu'hier, ça a été une illustration que parfois les défis logistiques peuvent venir intervenir dans le parcours, dans le déroulement des négociations. Donc, je ne serais pas surpris d'apprendre que c'est un problème électrique parce que jusqu'à mardi, mercredi de la semaine dernière, il y avait encore des électriciens qui branchaient des kiosques, là. Fait que ça ne me surprendrait pas que le logistique ait connecté et influence malheureusement les discussions. Je vais m'en tenir là à ce stade-ci pour l'instant. Puis peut-être qu'on pourra revenir un peu plus aux détails. Ben, merci beaucoup. Donc, c'était une introduction très, très complète. Puis, vous avez même déjà commencé à répondre à tu sais, une question de suivi que j'avais pour vous. Donc, merci pour ça. Donc, maintenant, pour notre petit tour de table, on va continuer avec Andréane Brazo. Donc, tu es chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, notamment avec le microprogramme en négociation climatique internationale, donc vraiment spécialisé sur ces questions-là. Donc, il se ferait tu sais, nous dire justement en quelques mots ton rôle à la COP cette année, également comme les principaux canaux que tu suivais et tes impressions actuelles. Oui, ben mon rôle cette année, ça a été de continuer à me former sur les questions de négociation climatique, d'affiner mon expertise, de mieux connaître certaines femmes. J'ai surtout suivi la démarche de la présidence, la démarche particulière de la présidence, donc avec les quatre grands thèmes de la semaine 1 qui se sont ramassés dans un résumé dimanche, qui ont ensuite été transposés dans le Moutirao, qui est le texte de la présidence, justement, qui va être la décision cadre de cette année. Euh, et euh, j- donc, toute cette question-là, avec aussi la question de la sortie des énergies fossiles, donc ça a été principalement ça pour cette année. Ce que je dirais quand même, là, c'est rapidement avant d'entrée de jeu, c'est que c'est assez rare là, que le texte de la présidence, en fait, on a eu une série de textes mardi. Puis on n'a pas eu d'autres textes, ou très, très peu, avant la nuit dernière. Donc là, je me suis réveillée ce matin, puis il y avait plein de textes à analyser, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de négociations à huis clos. Il y a pas eu de consultation publique pour cette décision cadre-là et pour beaucoup d'autres femmes. Donc, ça a été vraiment dans les bureaux des délégations, dans les corridors, tout ça. Fait que ça a été un peu plus difficile dans la deuxième semaine de pouvoir suivre euh, de très, très près ce qui se passait vraiment, mais au final, on le voit bien, là, en fait, là, entre la version 1 de mardi du Moutirao et la version d'aujourd'hui, ben, mardi, on avait un texte ambitieux. Là, aujourd'hui, on a un texte vraiment moins ambitieux. Puis, je pense que c'est une stratégie qui rejoint un peu celle qu'on avait vue à la COP 28 à Dubaï, quand le premier texte de bilan mondial était assez prometteur. Là, le deuxième texte qui était sorti était euh, c'était lowball, disons. Puis là, que la prochaine version va être un peu l'entre-deux. Euh, puis là, ben, il y a eu une consultation, euh, une séance informelle avec la présidence cet après-midi. En fait, elle est encore en cours, je pense. Et c'est là qu'on en est pour le moment. Donc, pour moi, la COP, elle est loin d'être finie. Il y a encore d'autres éléments qui vont sortir.
Oui, ben merci beaucoup aussi pour cette réponse aussi complète. Puis effectivement, donc j'imagine que ça risque encore une fois pas de se terminer aujourd'hui pour une négociation. Ça se pourrait effectivement que ça se poursuive jusqu'à demain. En fait, je vais continuer aussi avec Léla Cantave. Léla, tu es coordinatrice stratégique d'engagement international des membres au sein du réseau Action Climat Canada, donc le plus gros réseau environnemental au Canada, et cofondatrice également de Black Eco Bloom. Donc, si vous pouvez aussi nous résumer en quelques mots, tu sais, ton rôle à la COP30 cette année, également les principaux canaux que tu suivais ou les principales actions que tu avais, et également en quelques mots, qu'est-ce que tu penses des négociations à l'heure actuelle? Merci beaucoup, Elisabeth. Et faites-moi signe là, si jamais mon son est pas parfait. Oui, ben dans le fond, comme Elisabeth a mentionné, le réseau Action Climat Canada, quand on arrive à la COP, nos priorités sont vraiment, nos priorités puis mes priorités sont, c'est tout ensemble. Puis au final, c'est juste de s'assurer que la société civile du Canada reste quand même influent pendant la COP. Puis pour arriver à ça, on a plusieurs stratégies qui sont mises en place. On a d'abord des stratégies peut-être un peu plus axées sur les négociations et politiques, c'est-à-dire qu'on suit les trames de négociation, on a des discussions avec les différents négociateurs, on met excuse-moi, il y a une, il y a une grosse action là, qui se passe à côté. Ce que je disais, oui, on met en place des espaces de coordination entre les négociateurs et la société civile canadienne. On a aussi une approche sur les relations gouvernementales où est-ce que quand on a la présence des ministres, de décideurs, décideuses, on s'assure justement aussi ce canal de communication entre la société civile ces personnes. On pourrait le voir, par exemple, on a eu la ministre d'Abruzin qui était avec nous. On a mis en place des panels, un panel, ben, je pense un ou deux panels justement où est-ce qu'on avait des interactions avec la société civile et la ministre. Il y a eu aussi l'organisation de rencontres pour toute la délégation canadienne qui était présente. On a aussi plusieurs rencontres, puis par la suite, on les communique avec toutes les personnes sur place qui sont membres et alliés du réseau. On a aussi une stratégie très axée sur les membres, c'est-à-dire que notre force dans cet espace, c'est la collectivité, c'est le réseau, c'est la collaboration. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que pour rester influent dans cet espace et avoir un impact, il faut s'assurer que l'information se rende à la société civile, mais vice-versa, que la société civile entre elles aussi peut s'organiser, se mobiliser, s'aligner, etc., au fur et à mesure que les choses émergent. Il y a quand même plusieurs différents outils qu'on a je m'assure justement qui restent en place pour pouvoir faire ça. L'une d'entre elles, par exemple, ce sont nos rencontres matinales où est-ce qu'on invite autant des personnes de la société civile que peut-être des personnalités parlementaires, par exemple, qui sont présentes, qui ont fait un tour de tout ce qui se passe, on fait des stratégies au fur et à mesure que c'est possible. Et au final, tout s'aligne avec mettre pression sur le Canada pour faire justement s'ajuste pas dans cet espace qui est la COP, dans le fond. Fait qu'on pourra élaborer, que ce soit négociation, action, membres, etc., sur comment on arrive à faire ça au fur et à mesure de la conversation. Parfait, ben un grand merci. Puis oui, effectivement, j'ai déjà comme quelques questions qui me viennent pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire. Donc, je vais passer aussi aux questions un peu plus ciblées, mais comme je le disais au début, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions ou même à lever la main. Là, comme je le disais, c'est vraiment une rencontre un peu plus informelle aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions aux débriefeurs, débriefeuses. Euh, Alain, en fait, vous disiez au début qu'effectivement, comme Uranus avait été là cette année, c'est, aussi surtout pour créer des liens à l'international, mais aussi pour suivre un peu l'agenda de négociation, notamment sur l'adaptation. Vous avez commencé aussi à expliquer un peu ce qu'était le GGA, donc l'objectif mondial en matière d'adaptation. En fait, je me demandais si vous pouviez peut-être élaborer un peu plus sur le GGA et également sur le but des négociations à la COP30 cette année sur le GGA, comme c'était vraiment une des,
une des priorités de la présidence également, l'objectif mondial en matière d'adaptation, puis on avait quand même des attentes, donc d'arriver à un consensus là-dessus. Donc, si vous pouvez un peu plus expliquer c'est quoi cette track-là de négociation et également où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus. Oui, merci. Ben effectivement, il y avait plusieurs personnes, dont la présidence du Brésil, là, qui avait parlé du fait que ce serait la COP de l'adaptation. Dans les faits, après avoir participé, ben, après une semaine et demie, là, je pense que l'adaptation a encore trouvé le moyen de ne pas être le sujet principal de la COP. Donc, je le dis en souriant parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit que celle-ci va être la COP de l'adaptation. Et donc, à quelque part, ça relève en quelque part le défi d'aborder l'adaptation dans une certaine mesure. Puis il y a plusieurs personnes qui écoutaient aujourd'hui, puis peut-être qui pensaient que si on parle trop d'adaptation, ça veut dire qu'on abdique sur la réduction. Mais malheureusement, la réalité, c'est que les deux doivent arriver en parallèle. Donc, il y a encore une fois beaucoup de ce message-là qui doit être réexpliqué et réexpliqué. Ceci étant dit, on avance quand même sur les Global Goals on Adaptation. Peut-être juste pour revenir sur le rôle d'Uranos, c'est qu'Uranos est un RINGO, donc un Research and Independent Non-Governmental Organization, qui est un des groupes là, qui participe dans le processus. Et souvent, les Ringo, ben, ils procèdent différemment pour influencer les négociations. Puis je dis ça parce que, puisque le mot research là-dedans, ben, il y a souvent, particulièrement dans les GGA, il y a beaucoup de recherche qui est faite en amont pour essayer d'identifier quels sont les indicateurs des indicateurs optimaux. Puis en fait, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais la conférence qu'il y avait eu, Adaptation Futures, en 2023 au Palais des Congrès, ici à Montréal, il y avait des sessions qui étaient dédiées au développement des Global Goals on Adaptation. Donc, il y a aussi cette façon-là de pouvoir influencer les négociations en participant au processus scientifique et aux discussions qui se font souvent bien en amont. Donc, je pense que ça, c'est important de le rappeler. Puis pour les Ringo, c'est sûr que c'est ce genre d'informations qu'on amène aux négociations. Donc, en fait, le travail a été réalisé pour arriver à maximum 100 indicateurs pour tenter de quantifier, c'est une grande faiblesse de l'adaptation, de quantifier les progrès en adaptation. Ils sont regroupés en 7 familles thématiques sectorielles. Donc, par exemple, comment ça va au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture? Est-ce que malgré les changements climatiques, est-ce que la productivité agricole réussit à tenir le coup pour pouvoir nourrir tout le monde sur la planète? Les écosystèmes naturels, les infrastructures, la pauvreté, l'héritage culturel, cultural heritage en anglais. Et il y a aussi 4 thématiques qui sont liées au processus d'adaptation pour pouvoir mesurer qu'on progresse en adaptation. Puis ces 4 familles d'indicateurs-là, ben, c'est sur les analyses d'impact et de vulnérabilité, la planification, comme par exemple l'aménagement du territoire, où on en est rendu à l'implémentation, et aussi le suivi et les apprentissages en réalisant que l'adaptation, ben, c'est un processus qui se termine probablement jamais. Donc, on a présenté des indicateurs qui couvraient tous ces spectres-là, c'est-à-dire les spectres sectoriels et les spectres du progrès en adaptation. En fait, tous les pays reconnaissent la pertinence de ça. Naturellement, vous pouvez, puis là, je tombe très rapidement dans les défis, dans les négociations, bien, vous pouvez imaginer que, surtout quand des pays veulent justement utiliser des méthodes pour retarder les négociations, bien, naturellement, ils peuvent très facilement dire bien, est-ce que c'est le bon indicateur? Est-ce qu'on a toutes les données pour pouvoir le faire? Etc., etc. Puis en fait, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je participe aux négociations, mais je vais aussi consulter des gens en privé qui participent aux négociations. Et là, c'est frappant de voir comment, dépendant d'où tu viens ou qu'est-ce que tu fais, bien, que les perceptions sont différentes. Les pays développés, par exemple, ont tendance à vouloir aller de l'avant avec des indicateurs en adaptation, même s'ils sont imparfaits, dans l'espoir qui puissent être améliorés par la suite, alors que les pays en voie de développement qui, honnêtement, sont parfois presque un petit peu, pas offusqués, mais ils sont un petit peu fâchés parce que même au niveau des financements en adaptation, les financements ne sont pas au rendez-vous. Et là, on leur ramène des indicateurs qui vont peut-être générer du travail supplémentaire, qui vont coûter de l'argent
puis qui vont générer des rapports additionnels, etc. Puis eux, leur argument, c'est de dire, ben là, ouais, c'est beau des indicateurs, mais pourrait-on minimalement financer l'adaptation pour aller de l'avant? Ceci étant dit, ils reconnaissent la pertinence de pouvoir mesurer comme on le fait en matière de réduction de gaz à effet de serre. Donc, il y a différents enjeux. La perception de qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui accroche pas est un petit peu variable en fonction des pays. Et un truc que moi, j'ai pu remarquer puis que j'ai entendu en discutant avec des négociateurs, c'est que c'est vrai que l'annonce que la COP 32 serait en Afrique, en Éthiopie, semble avoir donné l'idée aux gens que peut-être qu'on pourrait se calmer avant d'adopter des indicateurs en adaptation, puis qu'on pourrait peut-être continuer à travailler dessus pour éventuellement les adopter à une COP africaine, puisque naturellement en Afrique, souvent on regroupe les pays les plus vulnérables. Et donc, il y en a qui ont lancé cette piste-là. Alors, donc, un survol très rapide, là, c'est à peu près ce que moi, j'en ai interprété. Mais encore une fois, comme je le disais, je le rappelle, là, je n'ai pas suivi les négociations en très grand détail, mais j'ai parlé à des négociateurs, des gens au niveau scientifique qui travaillent là-dessus. Et donc, s'il y a des gens qui veulent commenter et ajouter là-dessus, ben là, ce serait super de le faire. Merci. Merci beaucoup. Puis non, en tout cas, de mon côté, je trouve que la réponse était très, très complète et aussi tu sais, était très claire. Puis, Si je peux peut-être ajouter quelque chose, en plus, il y a un point que c'est valide pour le Canada, puis pour le Québec, puis pour les municipalités, parce que tout ce beau monde-là, les différents niveaux de gouvernement, en ont pas beaucoup d'indicateurs en adaptation. Donc, je fais juste le rappeler, là, parce que c'est important de rappeler que le travail sur le Global Goal on Adaptation est aussi pertinent pour le développement d'indicateurs à l'échelle nationale, québécoise et même au niveau des villes et d'autres groupes. oui, ben c'est super pertinent. Puis justement, ça m'amène justement à une autre question. Je sais pas si vous m'entendez bien, qu'il y a Oui. comme beaucoup de renforcement, parfait. Super. Donc, effectivement, si vous parlez du fait que ça fait quand même quelques années que l'adaptation, comme qu'on essaye de faire en sorte que l'adaptation soit un peu plus en avant-plan des négociations, étant donné que c'est un des piliers, en fait, de l'accord de Paris. Sur un autre pilier qui est vraiment plus l'atténuation et, comme vous le savez aussi sans doute déjà, que ben, les énergies fossiles sont le principal moteur du réchauffement climatique et donc que pour atténuer nos gaz à effet de serre, il faut sortir rapidement des combustibles fossiles. Ben, ça m'amène à une question un peu plus pour Andréane, cette fois-ci, qui suit un peu plus ces tracks-là. Donc, tu parlais aussi donc, en fait, je ne sais pas si tu l'as dit, mais avec le dernier texte du Global Moterao qui est sorti cette nuit, qui n'avait aucune mention, en fait, des énergies fossiles. Mais on parle aussi d'une déclaration qui serait signée par plusieurs pays, tu sais, un peu en marge des négociations, parce que souvent, dans les dernières années, dans les dernières COP, euh, quand on n'arrivait pas nécessairement arrivé à du texte ambitieux, il y avait quand même un certain momentum qui se passait, disons, en marge des négociations. Je pense par exemple à l'Alliance Boga ou également au traité de non-prolifération fossile. Donc, ça peut un peu nous expliquer un peu plus en détail ce qui se passe à la fois dans les tracks un peu plus officiels, mais également à l'extérieur de celle-ci. Oui, avec plaisir. Ben, donc, d'une part, tu l'as bien nommé, là, on a vraiment on a eu le lancement de la déclaration de la Colombie ce matin, de la déclaration pour la sortie des énergies fossiles, dans laquelle ils annoncent, ben, en fait, dans la même conférence de presse, ils ont aussi annoncé la tenue de leur premier sommet sur la sortie des énergies fossiles, donc qui va avoir lieu en avril. L'idée, ben, normalement, ça devait être fait hier après-midi, mais il y a eu l'incendie, donc ça a été reporté à ce matin. Euh, il y a aussi, donc, il y a une série de pays qui l'ont signé à ce stade-ci. Puis l'idée, c'est vraiment de rassembler les plus ambitieux ensemble. Et ce regroupement de pays-là disait, tu sais, nous, on partira pas de Belém tant qu'on n'a pas du langage sur les énergies fossiles dans le texte final. Puis justement, ben, ça m'amène un peu à ça. Il n'y en a pas présentement, donc ça a été retiré dans la dernière version. Et ben, justement, ben, on sent que c'est la dernière journée officielle des négociations parce qu'il y a énormément d'actions un peu partout sur le site de la COP, notamment pour dénoncer ça, pour aussi demander d'autres éléments. Euh, les, de manière générale, les textes, donc, comme je disais, sont assez faibles. On n'a pas de référence au paragraphe 28 du premier bilan mondial
qui est le fameux paragraphe où on parle pour la première fois clairement de faire la transition hors des énergies fossiles. Donc, on ne fait référence nulle part. Euh, il y a aussi un grand manque de clarté sur la réponse de la présidence par rapport à l'écart de mise en œuvre qui est observé, parce que là, bon, on est à peu près à 120 pays qui ont soumis leur CDN, donc leur plan national, leur contribution nationale à l'effort global. Et donc, ça aussi, c'est préoccupant. Donc, je dirais on est encore loin de la fin euh, parce que la mobilisation, elle est encore très forte. Puis, ben, en fait, en parallèle, j'ai un collègue qui est dans une salle de négociation. En fait, la salle de négociation, la séance animée par la présidence sur cette question-là. Et il m'envoie des contenus au fil qu'on se parle. Donc, je pourrais y revenir un petit peu plus tard dans l'heure si vous voulez. Parce que là, il semble qu'il y a vraiment des paragraphes. Pour les plus geeks d'entre vous, si ça vous intéresse, il y a des paragraphes qui sont très, très contentieux dans le nouveau texte. Je pourrais vous le mettre dans le chat si vous voulez, puis on pourra le décortiquer ensemble. En fait, je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais d'autres petits éléments. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ne l'ont peut-être pas vu. Il y a le Danemark qui a annoncé la cible la plus ambitieuse jusqu'à maintenant. Donc, il a annoncé pour 2035 une cible de réduction de 82 à 85 Donc, ça met la barre très, très, très haute euh, pour les autres pays développés. Il y en a quand même beaucoup qui ont déjà annoncé leur cible, mais quand même. Puis en fait, ça met surtout la barre haute pour le Québec, qui doit annoncer qui doit nous dire si sa cible de 2030 va rester la même ou augmenter là, dans les prochains. Je m'arrête ici, mais n'hésitez pas à poser des questions pour que je pourrais creuser différents aspects de ce que j'ai dit. Puis en fait, je voulais juste compléter aussi par rapport à ma première réponse là, sur ce que je fais à la COP. En fait, en parallèle, je vois qu'il y a beaucoup de mes étudiants et étudiantes qui sont dans l'appel, donc je les aide à distance aussi. Je tente de les mettre en contact avec des personnes pertinentes, de leur partager le tout de ce qui se passe. Et donc, c'est un micro-programme qui existe. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés par ce micro-programme à l'Université de Sherbrooke, vous pouvez m'écrire après ou plus tard. Ça va me faire plaisir. Oui, ben merci Andréane. Je voudrais aussi prendre un petit moment pour recommander également ce micro-programme. L'ayant moi-même fait l'année dernière, j'ai pu aussi, tu sais, vivre à quel point est-ce que c'est extrêmement formateur, exigeant, mais très formateur. Et justement, Nichalou, qui est parmi nous en ce moment, a vraiment été comme un train, disons, ouais, à haute vitesse pour ce micro-programme-là, mais aussi pour beaucoup d'autres initiatives. Donc, merci à vous. Léla, je vois que tu as levé ta main, puis en fait, ma prochaine question était pour toi, justement. Mais je pense que je vais te laisser intervenir avant de poser ma question, comme je pense que tu avais quelque chose à dire tout de suite. Donc, vas-y. Puis, c'était pour juste renchérir un petit peu là, sur ce qu'Andréane a mentionné. Euh, L'une des choses que je fais ici aussi, c'est un peu suivre genre le big picture. Fait que c'est sûr que le contexte dans lequel la COP se passe, que ce soit les tensions entre les partis, comprendre les stratégies de la gouvernance, comprendre un peu le processus, le positionnement des différents pays, bref, toute la dynamique politique, c'est quand même important. Et dans par rapport à la question, Elisabeth, que tu as posée, c'est-à-dire des groupes qui étaient sortis, tu sais, sur le nouveau texte de Muritar qui incluait pas, dans le fond, de langage quand même complet sur la partie des énergies fossiles. Euh, c'est aussi, il faut contextualiser, puis je suis sûre que vous en avez parlé là, dans le dialogue au cours de la semaine, le fait qu'il y a eu quand même une forte mobilisation et de coordination à travers les pays, les partis cette semaine pour s'aligner justement et faire une demande très concrète à la présidence d'avoir une espèce de roadmap pour la sortie des énergies fossiles. Et dans le contexte aussi politique, on a eu Guterres hier qui est arrivé, fait que dans le fond, le secrétaire général des Nations Unies. Puis dans sa conférence de presse, il a fait quand même un appel clair à réitérer le besoin d'avoir ce dit roadmap. Alors, c'est sûr que quand on a des signaux aussi forts, puis on a aussi un alignement entre les partis sur cette demande, fait qu'il y avait plus de 80 partis qui s'étaient alignés pour ça, et que le texte du Monitor qui est censé justement prendre en considération le contexte politique puis les demandes, n'incluant pas de langage, c'est sûr que ça fait partie de beaucoup des éléments de frustration ce matin dans le contexte de la COP, de confusion, puis aussi de
c'est cette impression que hey, ça se peut qu'on soit là pendant un petit moment parce que pourquoi des éléments qu'on considère importants ne sont pas dans ce texte. Ah ben, merci beaucoup pour cette intervention. Puis, justement, en fait, j'avais une prochaine question, comme je le disais, pour toi, Leila. Parce qu'on parlait juste avant, tu sais, du rôle du Québec aussi, mais le rôle du Canada à la COP. Et comme vous le savez sans doute déjà, donc mardi, d'ailleurs, j'avais eu le plaisir d'aller voter également pour la nomination du Fossil of the Day, donc du fossile de la journée pour le Canada mardi. Et en fait, CANRAC, donc le Réseau Action Climat Canada, avait vraiment été comme, tu sais, ceux qui avaient vraiment comme un peu monté le plaidoyer pour cette nomination-là. Il y avait vraiment comme mobilisé aussi les membres là-dessus. Donc, là, en fait, Maxime, pour toi, comme qu'est-ce qui vous a un peu motivé à faire cette démarche-là? Puis également, qu'est-ce que vous avez vu comme résultat après cette nomination? Ben oui, tout à fait. Je peux en parler, puis je peux peut-être contextualiser la chose aussi si jamais on n'en avait pas encore parlé dans les dialogues pour le climat. Mais peut-être que vous êtes bien au courant que dans l'espace de la COP des Nations Unies, de la CNUC, il y a quand même beaucoup de règles autour de quel genre de mobilisation qu'on peut faire ou les règles sont structurées de manière à ne pas nécessairement mentionner les partis ou ne rien avoir, en fait, qui pointe le doigt vers un certain parti quand tu rentres dans la CNUC, on cherche toujours cette espèce de neutralité. À cause de ça, ça fait en sorte que il y a très peu, ou pour même dire aucun outil, en fait, pour pointer du doigt ou pour dire quand justement il y a un parti qui fait pas ce qu'il doit faire. La seule initiative qui existe dans le contexte de la CNUC pour faire ça, c'est l'initiative du Fossil of the Day, fait que le fossile du jour. Le fossile du jour est mis en place, ça fait, je pense, depuis 1994. C'est le réseau Action Climat International qui a créé ce prix, en fait, un prix citron qui fait en sorte que on le remet au parti qui fait pas ce qu'il a à faire dans les négociations. Puis, en fait, je devrais dire pas nécessairement juste parti, mais entité. Ce qui veut dire que des entités de la CNUC aussi peuvent recevoir ce prix, pas juste les partis. Tu sais, je veux dire, si un constituency ne fait pas ce qu'il a à faire, on pourrait aussi le nominer. Alors, pendant plusieurs années, le Canada n'a jamais été nominé pour recevoir ce prix Citron, qui est le fossile du jour, parce que on pense, la compréhension un peu, c'était qu'il y avait une espèce de marge, puis on avait au moins une certaine ouverture de collaboration ou de négociation possible avec le Canada. Par contre, dans le contexte de cette COP, euh, quelque chose qui a beaucoup pesé dans notre participation, c'est les politiques nationales qui se passent en ce moment au Canada. Je n'ai pas besoin de vous mentionner qu'on est en train d'observer des reculs quand même incroyables de différentes ampleurs, par exemple justement avec C5, etc. Et pendant la COP, on a aussi vu l'annonce de différents de ces grands projets nationaux complètement pas alignés avec le travail qu'on vient de faire ici. Et en plus de ça, on n'avait aucun signal du Canada, on n'avait aucune, c'est pas nécessairement des promesses, mais sont arrivés les mains vides, en fait. C'est vraiment le message qu'on a compris. Non seulement ils sont arrivés les mains vides, ils envoient aussi des signaux totalement contradictoires sur les territoires canadiens. Ce qui veut dire qu'on était en face à une situation où est-ce que c'était le temps de les pointer du doigt. C'était vraiment, je pense que ça aurait été peut-être une grande erreur cette année de partir et de ne pas nominer le Canada, qui, je pense, j'ai oublié de le mentionner, qui n'avait pas été nominé depuis plus d'une décennie. Fait que ça faisait presque plus de 12 ans qu'on n'avait pas nominé le Canada pour le fossile du jour. Fait que dans ce contexte d'arriver les mains vides et aussi d'avoir des reculs monumentaux pour ce qui se passe dans le reste du Canada, on les a nominés. Puis ça, c'était une initiative collective avec le réseau et ses alliés. Puis il faut comprendre qu'une telle initiative met aussi l'emphase sur le Canada à l'échelle internationale. Quand on a organisé cette mobilisation, c'était la plus grande nomination qu'on a eue depuis la COP. C'était celle qui avait le plus de personnes, le plus de médias et les retombées étaient quand même grandes. On a fait ce travail d'aller essayer de faire un peu une veille médiatique à quel point ce message a résonné. Puis, on a été capable d'identifier quand même plusieurs médias, autant du côté anglophone que francophone, qui ont couvert la chose, puis qui ont mis l'emphase qui ont vraiment juste réitéré nos messages qu'on avait par rapport à ce fossile, puis la raison de cette nomination. Alors, je vais m'arrêter là, mais dites-moi s'il y a des questions qui pourraient, ouais, être bénéfiques pour nous.
Oui, ben merci. Puis en fait, justement, j'ai vu une question qui vient d'apparaître dans le chat sur le fait que même après le pipeline Trans Mountain, le Canada n'a pas été nominé. Donc, tu sais, qu'est-ce qui viendrait, selon vous, peut-être Leila et Andréane, expliquer que malgré ce gros projet-là, il n'y avait pas eu de nomination après ça? Je peux rapidement répondre, je me rappelle pas honnêtement quand il y avait Trans Mountain précisément, qu'est-ce qui s'était passé à ce stade-ci. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les nominations pour un fossile du jour, euh, c'est ouvert à tous les partis, comme j'ai mentionné, c'est-à-dire qu'une même journée, il peut y avoir plusieurs nominations. Et c'est sûr qu'il y a une espèce de priorité, je vous dirais, qui est axée sur le contexte de la CNUC et des négociations. Fait que si à l'époque de Trans Mountain, on était aussi dans une période où est-ce qu'il y avait plusieurs reculs et plusieurs partis méritaient de recevoir ce prix, ça se peut qu'il y avait peut-être une espèce de compétition entre voilà, qui allait être le nominé. À cette époque. Fait que c'est ce que je peux aussi imaginer, c'est-à-dire que oui, on peut mettre de l'avant des candidatures, mais il y a un processus de vote aussi pour décider à chaque jour avec qui on va aller de l'avant pour ce prix. Super, ben merci beaucoup pour la réponse. Puis pour une autre question, j'irai sur un autre. Donc, tu sais, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat ou en levant la main. Mais j'irai avec une autre question pour Alain. Donc, tantôt, quand vous parliez justement de l'objectif mondial en matière d'adaptation, vous avez aussi esquissé un petit peu les débuts de réflexion sur la finance climatique et en fait sur la finance de l'adaptation, qui est aussi un enjeu assez grand. Donc, comme on le sait, le NCQG, donc le nouvel objectif collectif quantifié avait été donc décidé l'année dernière sur la finance climatique. Et en ce moment, à la COP30, on voit quand même des discussions qui ressortent sur, par exemple, des propositions de tripler la finance climatique en matière d'adaptation. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être d'abord expliquer en quoi est-ce que cette finance-là est très importante à l'échelle internationale, puis également ce que vous avez vu dans les derniers jours par rapport à ces discussions-là sur la finance de l'adaptation? Oui, ben, je suis un peu moins spécialiste du domaine et j'ai un petit peu moins suivi, mais c'est clair que le dossier, ben, premièrement, les pays en voie de développement et notamment les pays les plus vulnérables réclament des financements importants, d'autant plus qu'ils ont à peu près pas contribué au problème et ce sont eux qui subissent les plus gros impacts. Et donc, ils ont à s'adapter et ils sont déjà dans un état de pays en voie de développement avec pas nécessairement de ressources pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, même dans le Global Goal on Adaptation, dans les discussions, les pays rappellent continuellement le rôle des pays développés dans la création du problème et donc une reconnaissance claire et nette qu'ils doivent être appuyés, notamment au niveau de l'implémentation pour les défis d'adaptation. Euh, je pense que certains pays développés par le passé et encore aujourd'hui montrent de la bonne volonté en permettant d'ouvrir des programmes ou d'ouvrir des comptes de banque, si je peux dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de revenus suffisants déposés dans les comptes de banque pour justement pouvoir avancer là-dessus. Je dirais qu'un des autres enjeux qui se produit, puis ça se reflète aussi dans les Global Goals on Adaptation, c'est aussi l'autre enjeu qui est presque frère, c'est la question du loss and damage aussi, donc une reconnaissance qu'il y a des pays qui sont impactés, que ça crée des impacts économiques et donc qu'on pourrait donc poursuivre les pays développés ou encore les compagnies pétrolières, par exemple, pour pouvoir recevoir des fonds et compenser les dommages. Et là, en parallèle, on parle de l'adaptation. Donc, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des impacts, mais on veut essayer de réduire l'ampleur des impacts. Et là, donc, ça rend parfois les négociations, les discussions un peu difficiles parce que des fois, on se pose la question à savoir est-ce qu'on est dans les impacts dans un contexte de loss and damage ou est-ce qu'on est dans les impacts pour pouvoir parler de financement de l'adaptation? Alors, donc, c'est deux discussions en parallèle, mais qui rappellent juste une chose, c'est que les pays développés, très clairement, ne fournissent pas assez de ressources financières pour pouvoir favoriser une réduction de la vulnérabilité des pays les plus pauvres. Et puis, tu sais, ironiquement, même nous au Canada et au Québec, on parle d'adaptation, mais nos enjeux de risque sont beaucoup moins importants naturellement que ce qui se passe dans les pays en développement, où là, les vulnérabilités, c'est souvent des questions de vie ou de mort, là. Alors qu'au Québec et au Canada, ça l'est peut-être un petit peu moins.
et on parle davantage de rentabilité économique, etc. Donc, c'est peut-être la nuance que je peux faire. Alors, je ne sais pas si ça répond en gros à ta question ou si tu veux me relancer avec quelque chose, comme tu veux. Mais en fait, je vois, merci beaucoup d'abord. Puis en fait, je vois Andréane qui vient justement de lever sa main. Donc, je pense que Andréane, tu veux rebondir un peu là-dessus. Oui, ben d'une part, je voulais peut-être juste dire que Moutira, là, le mot de la présidence, le mot de l'année, donc qui était aussi dans les lettres de la présidence, dans les communications officielles là, depuis les 2 dernières années quasiment, ça veut dire effort global. Donc, effort collectif en fait, pardon, effort collectif. Puis là, ben ce qu'on voit par rapport à la finance en adaptation justement, c'est que c'est pas compris par tout le monde, là, le concept, je dirais. Puis, en fait, pour vous updater en temps direct par rapport à ce qui se passe dans les salles de négociation, justement, dans la dernière version de cette décision cadre, là, qui est vraiment la décision macro de cette COP, ben, on parle, le langage nous dit calls for efforts to triple adaptation finance et calls for efforts, c'est très, en fait, c'est pas très contraignant, là. C'est assez léger, donc C'est on n'a pas. volontaire, volontaire. C'est ça. C'est ça. Donc, on est encore très loin de pouvoir de quelque chose qui va vraiment forcer les pays à clarifier leurs engagements en finance, d'une part. Puis ensuite, ben, euh, je souligne quand même que hier, Guterres était sur place et il a entre autres mis l'accent sur cet élément-là. Il a dit tripler, qu'il faut tripler la finance en adaptation cette année. Puis, ben, l'autre élément qui est ressorti beaucoup dans ce que j'ai entendu, c'est que on sait pas on triple quoi, en fait. C'est quoi le montant en adaptation à l'heure actuelle? Donc, on avait beau tripler la finance, c'est quoi le montant en, en, en soi? Puis bon, je terminerai en disant qu'en ce moment, à l'heure où on se parle dans la décision cadre qui est en train de se décider, cet article-là est vraiment au cœur des échanges, des huddles des pays là, pour voir comment ils vont s'en sortir. Donc, c'est à la fois cet article-là et l'article qui porte sur l'écart entre les contributions des pays et ce que la science nous dit qu'il faut pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau sécuritaire sur la planète. Donc, c'est corsé. Je vous tiens au courant en direct dans les prochaines minutes. Oui, ben merci beaucoup pour ça. C'est justement tu sais, une des raisons que je trouve ça très, très chouette de faire ces débriefages-là en direct, là, d'avoir comme à l'instant même qu'est-ce qui se passe dans les textes. Euh, Je vais également, avant de passer à la prochaine question, amener votre attention sur un commentaire que Colette Lelièvre d'Amnesty International vient de mettre dans le chat. Donc, avec une recherche qui a été faite sur la crise climatique et les archipels de Tuvalu et Kiribati. Donc, je vous laisse aller voir ça également. Euh, pour une autre question un peu plus sur les négos, puis encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, donc, tu sais, on parle un peu justement de la présidence brésilienne qui pousse justement ce Mudirão-là avec une ambition des, comme, parfois plus grande, parfois moins grande. Donc, quel a été le rôle depuis le début de la présidence de la COP30? Est-ce que vous avez senti que c'était un leadership quand même, tu sais, assez fort? Surtout compte tenu que l'année dernière, à la COP29, on avait un leadership azerbaïdjanais qui était pour beaucoup, on est peut-être un peu en deçà des attentes. Donc, tu sais, à la COP30, comment est-ce que vous ressentez en ce moment le leadership diplomatique? Je pense peut-être un peu plus ouvert, ouvrir la question à Leila et Andréane, mais Alain aussi, n'hésitez pas à répondre là-dessus. peux y aller, Ben, Andréane, comme tu je peux viens de renchérir parler, après. ah, t'es sûr? Parce que je venais de parler, fait que je te laisse. OK. Euh, ben, pour reprendre les mots de notre bon ami Patrick Pondo, ce qu'on sent cette année, c'est que la présidence brésilienne voulait la cote, alors que la présidence de Bakou ne la voulait pas, et ça se ressent. En fait, pour moi, cette année, ce qu'on voit, c'est un grand leadership de la part de la présidence brésilienne qui veut, je pense, dans le contexte géopolitique dans lequel on se trouve, qui veut envoyer un message clair à la planète là, que le multilatéralisme fonctionne encore. On voit en fait, la mobilisation, je la sens forte au point où je dirais qu'il y a une tentative de vraiment trouver un compromis euh, pour faire un pied de nez aux États-Unis, en fait, là, qui sont absents. Et, euh, et ça se ressent. Par contre, je rappelle ce que je disais d'entrée de jeu, qui était que cette semaine, ça a été, somme toute, transparent
pas transparent, pardon, les négociations. Ça a manqué de transparence dans les derniers jours, même si, malgré, tu sais, toutes les belles intentions, tout ce que la présidente nous disait, une COP inclusive, tout ça, dans les faits, ça n'a pas été le cas dans les derniers jours pour les observateurs, observatrices. Et même un bon exemple, c'est que la consultation qui a cours en ce moment sur la décision cadre, elle n'est pas diffusée en ligne et il admet très, 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 très peu de personnes dans la salle. Euh, donc, alors que ce sont les enjeux cruciaux là, dont on parle aujourd'hui. Donc, oui, c'est définitivement une amélioration par rapport à l'année passée, mais c'était pas difficile à battre. Mais il y a quand même des enjeux. Je pense quand même que la présidence est déterminée à partir d'ici avec quelque chose qui va redonner confiance à la communauté internationale. Super, ben merci beaucoup. Léla, est-ce que tu voulais renchérir ou Alain? En fait, Léla, tu peux aller. Euh, oui, ben, je pense que en termes de globalement, en fait, Andréane a bien illustré. En fait, la présidence a toutes les bonnes intentions. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte de la COP, le leadership de la présidence peut faire toute la différence. C'est vraiment eux, tu sais, ils ont un rôle de facilitateur qui sont au cœur de plusieurs choses. Ils ont, le ton est donné, les priorités sont déterminées par la présidence. Fait que quand t'as une présidence qui veut faire avancer les choses, puis qui prend le temps de peut-être identifier les points de contingence, etc., pour trouver un juste milieu, ça peut déboucher à certaines choses. La présidente de la COP, comme Andréane a mentionné, elle vous, tu sais, ils ont vraiment toutes les bonnes intentions. Elle veut vraiment avancer coûte que coûte. Même, par exemple, dans l'itération du mot Tirao, en disant que c'est pas un cover decision, mais ça nous ramène ensemble. Tu sais, c'est même en essayant d'aller changer un petit peu la structure ou l'ajuster pour démontrer ce point consensuel. Euh, la présidence aussi, puis là, on parle pas du côté logistique, parce que là, il y aurait aussi d'autres choses à dire. Mais pour le ton politique, dans la manière de faciliter la COP 30, on le remarque aussi, parce que quand Andréane mentionnait, par exemple, le manque de transparence, il y a plusieurs manières de le voir. C'est vrai qu'il y a l'espèce de, cet aspect de manque de transparence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intention de la présidence, c'était d'avoir des conversations à huis clos le plus possible pour que les partis puissent débattre, etc., euh, pour éviter justement que on ait je sais pas comment tu le dis en français, là, des fights en pleine plénière. On l'a vu aussi au début de la COP, parce que la présidence, au lieu d'offrir un agenda puis de laisser tous les partis déterminer qu'est-ce qu'ils vont discuter, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris presque une journée et demie, 2 jours avant de nous donner un agenda complet pour éviter ce qu'on appelle un agenda fight. C'est-à-dire que quand la présidence met sur la table les items prioritaires à identifier pendant la COP, souvent, ce qui se passe, c'est que tous les partis sont pas d'accord, tout le monde tire d'un côté ou de l'autre, ce qui, des fois, peut ralentir le processus ou même diluer le processus dès le départ. Puis et dès le début de cette COP, la présidente a voulu changer les choses pour que le tout soit un peu plus smooth. Fait qu'en ce sens, en termes de coordination et de facilitation, on voit une volonté là. Après, est-ce qu'elle est parfaite? Peut-être pas, parce que avec le texte qu'on a reçu aujourd'hui, c'est sûr que plusieurs critiques à ce stade-ci se disent que malgré qu'on sent la présidence aller vouloir chercher un consensus, puis tu sais, essayer de faire des compromis, est-ce qu'on n'est pas en train de trop céder peut-être aux lignes rouges des pétro-États ou des certaines choses comme ça? Après, ça va être déterminé au fur et à mesure. Il faut comprendre, la COP n'est pas finie. Fait que ce qu'on mentionne en ce moment n'est pas le résultat final du leadership de la présidence. On va probablement plus avoir une meilleure idée, puis vraiment avoir une conclusion plus fine de ce leadership d'ici la fin de la COP. Mais à ce stade-ci, c'est ce que je vous partagerai. Parfait, ben merci beaucoup pour. Oui, Alain, allez-y. Ben, en fait, si je peux juste ajouter, il faut juste rappeler que c'est vrai que les Brésiliens ont très bien démarré. Ils ont peut-être créé trop d'attentes là, en disant que c'était pour être inclusif, etc. Ça fait que ça, c'est un défi pour eux. Mais en même temps, si vous vous souvenez un peu avant la COP, hein, un des trucs qu'on craignait, c'est un peu
l'effet américain. Puis naturellement, c'est sûr que les Américains se sont retirés de l'accord de Paris, donc en théorie, ils ne peuvent pas vraiment s'impliquer, mais ils sont quand même membres encore de la Convention cadre. Puis il y a plusieurs personnes qui se posaient la question à savoir si il était pour trouver le moyen de réussir à mettre des bâtons dans les roues dans toutes sortes de trucs. Ce qui n'est pas arrivé. Là. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement frappant à la COP, c'est mais vraiment une très grosse absence d'Américains, à part au travers des organismes, des ONG ou des trucs de ça, mais ils ne se sont présentés qu'en petit nombre à titre d'observateurs et donc ça permet au reste de la planète de bel et bien effectivement parler et essayer de faire du progrès. Donc c'est peut-être la seule chose que je voulais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit pour lesquels j'étais bien d'accord moi aussi. Oui, ben merci aussi beaucoup Ouais, pour... puis, excuse-moi, je peux Vas-y, on vient. rajouter rapidement aussi. C'est juste quelque chose par rapport à ce que dans les prochains, c'est sûr que l'analyse de la présidence va pouvoir beaucoup mieux se faire une fois la COP terminée, puis une fois qu'on va voir, ça va être quoi dans les textes finaux, là. Parce que là en ce moment, le président lui-même et le président de la COP est avec les négociateurs, négociatrices. Ils vont sûrement juste travailler toute la soirée, toute la nuit. Il va peut-être y avoir un texte demain, d'autres textes demain, tout ça. Fait que ça va encore prendre plusieurs heures là, avant qu'on puisse... il va falloir que la COP se conclue là, pour qu'on puisse faire cette analyse. Oui, ben merci beaucoup pour ça, cette intervention. Voyons le temps qui file, puis j'avais aussi une dernière question à la fin pour comme c'est une question générale un peu pour vous tous et toutes. En fait, j'aimerais encore une fois comme ouvrir, si vous avez des questions, vous pouvez comme les écrire dans le chat ou simplement lever la main. Donc, je vais laisser comme quelques secondes aux gens si jamais vous voulez intervenir et poser vos questions directement à nos gens en direct. Ben, puis peut-être pendant que les gens posent des questions, je vais être bien contente de vous répondre. Peut-être un autre élément aussi qui est d'intérêt par rapport à la sortie des énergies fossiles que j'ai pas mentionné, c'est la feuille de route pour transition away from fossil fuels. Là. Donc, c'est ce qu'on appelle chaleureusement la task roadmap ici. Donc, en ce moment, il y a un combat, en fait, pour l'intégrer dans la décision cadre dans le multirare. En ce moment, c'est vraiment très partagé. Et ce que ça viendrait faire, ben, c'est qu'à partir des prochaines COP, on viendrait détailler comment une espèce de feuille de route, des directives pour les pays pour sortir des énergies fossiles. Donc, ce serait franchement très, très, très ambitieux d'avoir ça cette année. En ce moment, c'est environ 50-50 dans les pays. Donc, je vous dirais que c'est encore à suivre et c'est quand même un gros truc à surveiller. Ouais, mais merci beaucoup pour ça. Donc, ne voyons pas d'autres questions. Je pense que je vais aussi passer à ma petite question générale de la fin pour s'assurer que vous ayez le temps d'y répondre. Dans le fond, ce serait un peu une question pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, selon vous, tu sais, là, on est à la COP 30, elle finit, comme on le dit, dans quelques heures ou enfin, cette fin de semaine. Donc, tu sais, ma question, ça serait, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire après la COP? Donc, pour vraiment comme garder ce momentum-là et pas juste comme donc être très actif et active pendant celle-ci, mais comme vraiment venir garder le momentum. Donc, tu sais, si vous pouvez comme répondre en 2, 3 minutes maximum un peu en mode comme call to action. Qu'est-ce qu'on fait pour tracer la suite des choses? Euh, donc, je pense que je commencerai peut-être par Alain. Oui, ben, bon, c'est une question en 2, 3 minutes, c'est pas évident, mais ben, c'est sûr que pour le dossier d'adaptation, comme je le disais un peu en introduction au début, la question d'adaptation, oui, les négociations internationales ont un rôle à jouer pour avoir des comparatifs avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de reconnaître l'importance des impacts générés malheureusement de façon un peu irréversible pour une certaine partie du changement climatique et donc la nécessité d'adaptation. Mais en quelque part, il faut revenir chez nous aussi puis y penser aux échelles nationales, aux échelles provinciales, aux échelles municipales ou locales, communautés autochtones qui travaillent déjà beaucoup en adaptation. Je veux dire, l'adaptation, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, on s'est adapté au climat historique, même s'il était non changeant. Donc, il faut aussi, naturellement, on retourne chez nous, on travaille aux échelles, à ces différentes échelles-là, donc aux échelles locales pour intervenir sur le territoire, l'aménagement du territoire, dimensionner les infrastructures de la bonne façon pour qu'ils puissent résister à la partie du changement climatique qu'on voudra la plus petite que prévu, mais il y a une partie qui est malheureusement irréversible. Donc, il faut avancer ces fronts-là, mais surtout aussi
de travailler davantage de façon collaborative. Moi, je suis toujours un peu choqué de voir qu'on est dans un mode d'urgence climatique avec des impacts de plus en plus concrets des changements climatiques et de voir les acteurs municipaux, provinciaux et canadiens nationaux se chicaner par rapport à la façon d'avancer en adaptation. Donc, il faut en quelque part que ces différents paliers-là puissent chacun jouer de façon optimale à leur niveau. Donc, le fédéral va vouloir avoir une stratégie nationale d'adaptation. Enfin, ils en ont déjà un, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas investi dedans beaucoup. Le provincial, au travers de la réglementation pour s'assurer des bonnes règles d'aménagement du territoire, etc. Les municipalités pour pouvoir réaliser ça concrètement sur le terrain pour que les gens se fassent moins inonder, que les canicules posent moins de problèmes. Et monsieur, madame, tout le monde aussi, là, qui peut planter des arbres pour réduire les îlots de chaleur, déminéraliser pour absorber l'eau, etc. Donc, reconnaître que tout le monde à son niveau a son rôle à jouer et que plutôt que de servir de l'enjeu pour se chicaner avec le palier supérieur, il faut vraiment travailler ensemble pour faire avancer concrètement la réduction des risques. Ah ben, un grand merci pour cette réponse super pertinente. Donc, je voudrais maintenant plus aller là. Donc, comment est-ce qu'on fait après la COP pour continuer l'ambition? Est-ce que la question, c'est plus pour nous tous ensemble ou tu vois un peu plus pour les partis? Ben, je dirais un peu plus comme un call to action, donc tu sais, ici présent et présente pour comme, comme qu'est-ce que les gens qui nous regardent en ce moment comme pourraient faire donc après la COP, donc tu sais, vous l'avez suivi, vous la suivez en ce moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne impliquée dans le milieu pour continuer là-dessus? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas si j'ai un call to action clair, mais je peux vous partager mes réflexions. Je dirais comme ça que en étant, je pense, ma sixième COP, je pense que je continue de voir l'impact qu'on a ici. Puis comment on fait vraiment bouger les choses. Je vois les liens qu'on fait entre ce qui se passe ici et ce qui se passe chez nous. Euh, je, con- je pense que mon call to action, puis c'est peut-être un call to action un peu plus personnel pour ensuite le mettre à disposition pour tout le monde, mais c'est continuer à voir comment on peut OK, c'est un anglicisme, je suis vraiment désolée, on est à la COP, mais continuer à build the capacity building, vraiment le capacity building de la société civile quand on est ici. Puis ça peut dire plusieurs choses. Ça peut être un aspect plus technique, ça peut être un aspect d'intégration, ça peut être un aspect de décortiquer l'espace puis de le rendre accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Ça peut aussi vouloir dire d'améliorer les liens entre ce qui se fait ici et ce qui se fait à l'échelle domestique. Fait que, je pense que le call to action que j'ai, c'est vraiment de continuer à voir comment on utilise cet espace pour continuer à faire pression sur le Canada. Puis je pense que ça passe d'abord dans outiller cette collectivité qu'on a, puis cette envie justement qu'on a de vouloir contribuer tout à différentes manières. C'est juste de trouver la bonne manière de s'outiller tous ensemble pour que l'impact continue, continue de se faire. Super, ben, merci beaucoup pour cette belle réponse, Andréane. Oui, ben en fait, j'en ai plusieurs. Donc, d'une part, occuper vos espaces, parler de climat et de l'action climatique et de tous ses bénéfices au-delà des bénéfices environnementaux. En ce contexte de polarisation, je vous recommande aussi de tendre la main, d'être ouvert aux gens qui sont peut-être un peu plus tu sais, sur l'autre spectre de l'intérêt sur les questions climatiques, disons, parce qu'on s'en sortira pas si on est en opposition sur les questions environnementales et climatiques. Plus concrètement, quand vous pouvez voter, votez. Dites aux nouveaux élus municipaux, dites aux prochains candidates provinciaux que c'est important pour vous. Puis vraiment, plus concrètement, pour terminer, je vous dirais en ce moment, il y a une consultation super importante qui a lieu à l'échelle du Québec sur l'ambition du Québec sur les questions climatiques. Le gouvernement actuellement pousse pour reculer et il se cherche des raisons de le faire. Donc, je vous dirais participer à cette consultation-là, même si c'est simplement un paragraphe ou une page pour dire à quel point vous pensez que le Canada peut et doit faire mieux. Puis pour des messages clés à ce sujet, là, il y a une lettre ouverte qu'on a publiée qui peut vous aider là, dans le contexte de la COP. Donc, c'est ce que ça peut être.
Parfait. Ben, un grand merci pour toutes ces belles réponses. Puis également, je voulais vraiment remercier spécialement tu sais, d'avoir pris ce 1 heure de temps dans la dernière journée de la COP, donc très, très occupé pour justement comme venir faire le lien avec les gens qui sont pas à Belém. Donc, un grand merci à tous nos débriefeuses et débriefeurs. Également, encore une fois, remercier tous nos partenaires, que ce soit financiers ou sur le comité organisateur, pour permettre justement ces espaces-là. Donc, ça met fin à notre débriefage aujourd'hui, mais également, j'aimerais aussi vous inviter, donc le 4 décembre, ça va sortir aujourd'hui, mais on va avoir un panel post-COP qui va vraiment justement, encore une fois, faire le lien entre ce qui s'est passé à la COP avec des gens qui étaient là pour, encore une fois, tu sais, vulgariser et démocratiser les espaces de négociation climatique. Donc, ça va être à la Maison du développement durable à 17 h le 4 décembre, un jeudi. Donc, au plaisir de vous y voir en personne. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de COP à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Merci, bye.